Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Renaud Barbaras, Introduction à la philosophie de Husserl. Cours Paris 4 Sorbonne, épreuve écrite d'agrégation. Essence en vertu de son sens même. S'immerger dans le vivre lui-même, en saisir le sens, la manière dont nous le vivons. Emmanuel Levinas, l'accès à l'objet fait partie de l'être de l'objet. Philosophie fondée sur l'intuition, principe des principes de Husserl. Toute intuition donatrice originaire est une source de droit pour la connaissance. La justification ultime d'un énoncé réside dans une intuition, un voir ou la chose. Tous les mots comptent chez Husserl. Il y a un déplacement progressif par variation insensible. La corrélation est un a priori universel, une nécessité d'essence. La position d'un en-soi, d'une réalité absolue, est récusée. Un carré rond, par exemple. L'interrogation est d'essence ontologique. Une eidétique, une interrogation sur l'être et le sens d'être de ce qui est. Il lutte contre le naturalisme, l'ouverture de la conscience à autre chose qu'elle. Dans la philosophie de l'arithmétique, il élucide le concept de nombre, essence même de l'idéalité. Son être se confondant avec son apparaître. Son être, c'est son être pensé, et pourtant il transcende l'acte empirique de la pensée. Les fonder ces concepts arithmétiques, c'est en rechercher l'origine psychologique. Husserl se réfère à Franz Brentano, décrivant les vécus de pensée dans lesquels se constitue le concept de nombre. Le nombre est une multiplicité d'unités. Les éléments singuliers formant un tout, les nombres sont des créations de l'esprit, résultats d'activités que nous exerçons à l'égard de contenus concrets. Aborder l'idéalité mathématique à partir des vécus de pensée qui la visent. Élargissement de l'arithmétique à la logique, puis de l'objet logique à tout objet possible. Le nombre est réduit à des actes se produisant dans une subjectivité concrète. Le nombre renvoie à un événement psychique. Il critique la fondation psychologique du mathématique et du logique. Et Husserl dit, citant Goethe, « Il n'est rien que l'on condamne plus sévèrement que les erreurs dont on vient de se défaire. » La question directrice des prolégomènes est celle du statut de la logique, de son sens, de sa fonction et de la délimitation de son champ. La science est recherche de savoir qui est possession de la vérité. La vérité doit être considérée comme évidence, saisie et intuition de la réalité, de sa présence effective. La logique est la théorie de la science, discipline normative. La critique du psychologisme vise à montrer que la psychologie ne peut être le fondement essentiel de la logique. La logique est une technologie de la pensée, concept, jugement, raisonnement. Elle porte sur des réalités psychiques. La logique repose sur la psychologie, processus de conscience. Lodz, la logique est une physique de la pensée ou n'est rien du tout. Le jugement est une conséquence nécessaire, un état de conscience. La logique a une éthique de la pensée. Le mérite des psychologistes est d'avoir aperçu la nécessité d'un fondement théorique des lois normatives. Leur tort est d'avoir confondu ce fondement théorique avec le champ de la psychologie. Le but de Husserl est une légalité théorique pure propre à la logique. La psychologie ne peut fournir le fondement essentiel de la logique, mais participe à la fondation de la logique. Pour Husserl, une catégorie ou une loi logique renvoie à une perception. La conséquence la plus radicale est que le psychologisme est un scepticisme. Le scepticisme est une absurdité logique. Toute énonciation prétend avoir une signification et une validité. La signification est générale, l'unité idéale d'une diversité, généralité intrinsèque de la manifestation, que l'on saisit par différence entre les vécus subjectifs ou les moments de vécu. La signification est intentionnelle, elle vise l'objet.
Signification et intuition ne se distinguent pas comme enfermement dans l'immanence et rapport à la transcendance. La logique a affaire au contenu théorique des sciences, des significations, concepts, jugements, raisonnements. La logique doit aller dans le sens de la signification et dans celle du remplissement de la signification. Tran Duc Tao note qu'Husserl renverse l'empirisme sur son propre terrain. Exemple, il est impossible de représenter une couleur sans sa surface. Il appartient à l'essence de la couleur de n'apparaître que sur une surface, ce qui veut dire que couleur et surface sont des idéalités pures. La dépendance, il y a une loi d'essence d'après laquelle l'existence d'un contenu de l'espèce pure de cette partie présuppose absolument l'existence de contenu de certaines espèces correspondantes. Une signification est indépendante quand elle peut constituer la signification pleine et entière d'un acte concret. Dépendante quand elle ne peut être réalisée dans un acte concret de signification. Les lois régissent la vérité formelle, la forme pure de l'objectivité, ce qu'exige l'unité possible de l'objet. Nous pouvons définir des propositions analytiquement nécessaires comme étant celles qui comportent une vérité pleinement indépendante de la nature concrète particulière de leurs objectivités, ainsi que de la facticité éventuelle du cas donné et de la valeur de la position éventuelle d'existence. Ces lois font l'objet de la logique. Elles sont logiques au sens fort et strict du terme. L'essence n'est pas définie seulement comme quiddité, ce que la chose est, son quid, mais comme la condition nécessaire de possibilité de certaines déterminations. C'est ce sans quoi tel contenu disparaîtrait. La couleur d'une chose sans son étendue. Tout ce qui appartient à l'essence d'un individu, un autre peut le posséder. L'essence peut être posée en idée, faire l'objet d'une intuition. L'intuition de l'essence est conscience de quelque chose qui est donné en personne dans cette intuition. Réalité positive, comparable à l'individu sensible. L'intuition de l'essence est un acte fondé. Le recours à l'imagination permet de se libérer de la facticité empirique. Elle est un saut dans le possible, déjà dans l'essence. L'imagination doit être pure et se libérer ainsi de toute référence à la facticité. L'eidos est ici préconstitué passivement. Et l'intuition de l'eidos reposera sur sa saisie active de ce qui est ainsi préconstitué. L'essence exprime une nécessité. La connaissance de l'essence donne accès à des lois synthétiques, a priori. L'essence apparaît donc comme une structure a priori sans laquelle l'objet ne pourrait pas être ce qu'il est. Elle est condition de possibilité de l'existence de l'objet. Husserl dépasse l'alternative entre Leibniz et Kant. La sphère de l'a priori, formelle ou matérielle, comme condition de possibilité de l'existence, est elle-même une réalité positive. Les structures a priori des objets sont elles-mêmes des objets accessibles à l'intuition. Les essences sont ce sans quoi les objets ne peuvent être pensés et par là même ce sans quoi ils ne peuvent être. Pour Husserl, l'objectivité de l'essence correspond à ce qui est pensé en tant que distinct de l'acte. Merleau-Ponty note qu'une essence pure non contaminée par la facticité exigerait une variation totale, infinie, un saut hors du monde. L'imagination peut-elle transcender le monde ? L'imagination ne peut que changer des formes sensibles en d'autres formes sensibles, Husserl. Gradualité dans une certaine oscillation autour du type pur. Brentano, tout phénomène psychique est caractérisé par sa relation à un contenu, l'orientation vers un objet ou l'objectivité immanente. Perception, imagination, amour. La théorie de l'essence est guidée par la critique du psychologisme, Ricoeur. La phénoménologie est définie comme une description pure du vécu, portant sur ses composantes réelles, réalisme de Husserl. La conscience devient une substance, une sphère close sur elle-même, dans laquelle sont contenus des vécus. Réalisme au sens classique de la théorie de la connaissance. Le centre de la pensée d'Husserl est la phénoménologie transcendantale, maturité de sa pensée. Constitue le moi et la réceptivité même. Autoconstitution de la temporalité de la conscience. La réduction est l'acte inaugural de son œuvre. La réduction est l'acte de philosopher même, acte qui donne accès
à l'absolu. Rien ne peut la posséder, elle est immotivée, acte d'une pure liberté. Elle se présuppose toujours elle-même, mettre à jour la dimension de croyance, la dimension de l'interrogation ontologique, l'étonnement grec. Finck, par l'étonnement, l'évident devient incompréhensible, l'ordinaire extraordinaire sans que cela ait lieu sur le monde, d'un pur et simple retournement. C'est une rupture avec la familiarité, ce qui jusqu'alors allait de soi. Le réel demeure intact, mais devient un mystère. Un non-être affecte sans que son être soit le moins du monde entamé. C'est le sens de l'époché. L'époché est un geste initial qui permet de conquérir la conscience transcendantale qui caractérise la réalité elle-même. Les méditations transcendantales passent directement de l'époché à cet ego transcendantal. Michel Henry voit dans la détermination husserlienne de la conscience un mode exemplaire de ce qui est, selon lui, au cœur de la tradition métaphysique, à savoir la subordination de la phénoménalité à la transcendance, à l'extatique, l'être immanent, la conscience. La finitude de l'être, l'homme, est un fait de l'être, elle fait partie du transcendantal. La réduction révèle que la thèse d'existence n'est rien pour l'être du monde et que c'est par une illusion, pour ainsi dire nécessaire, que la réalité naturelle apparaissait comme la réalité absolue dont dépendait la conscience. Avec les méditations cartésiennes, une nouvelle détermination du moi apparaît, qui amorce précisément le passage à une phénoménologie génétique. L'ego existe pour lui-même, comme courant de vécu et comme moi. L'ego est l'univers des formes possibles d'expérience. Il embrasse une infinité de formes possibles d'expérience, formes universelles du flux et du temps. Le propre de l'apparaître est qu'il se situe hors de la sphère de l'étang et dans cette mesure ne s'en distingue pas. L'apparaître est ontologiquement singulier par rapport à l'étang. Patočka écrit que le but de la réduction est de mettre au jour le champ de l'apparaître comme tel. Le vécu a pour essence la temporalité. Par essence, un vécu se déploie dans le temps et assure sa réalité propre, son être là. La conscience du temps se confond avec le temps de la conscience. C'est de la temporalisation originaire que naît la conscience du temps. Renaud Barbaras, Introduction à la philosophie de Husserl. Merci.